Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, grève des travailleurs de la justice. Le SYTJUST demande à l'État de respecter ses engagements, notamment l'alignement de tous les greffiers à la hiérarchie A, entre autres. On vous explique tout. Dans l'actualité également, coopération halieutique entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, reprise des activités de pêche suspendues depuis juillet 2024. Les deux pays ont signé un nouveau protocole d'accord. Les détails dans cette édition. Et puis, respect des droits des femmes et des enfants, l'État s'engage pour l'application stricte des textes. La problématique réunit le législateur et l'exécutif. Le Sénégal retourne sur le marché régional de la dette. Notre pays lance un nouvel emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA, un appel public à l'épargne ouvert du 19 au 30 juin 2025. Faut-il s'inquiéter de la récurrence de ces emprunts? Où va cet argent? Le gouvernement est-il dans la logique d'alléger la dette? Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Grève des travailleurs de la justice, un mouvement d'humeur. Le mouvement d'humeur a paralysé tous les services au niveau de Saint-Louis du Sénégal. Les greffiers notent un dysfonctionnement qui n'a que trop duré depuis 2019 avec des hiérarchies A, A2 et B2 dans le corps des greffiers, ce qui a occasionné selon eux un malaise généralisé. Voici Mamadou Ndiaye, le chargé de communication avec notre équipe à Saint-Louis du Sénégal. Aujourd'hui, depuis 2021, l'ensemble des promotions qui ont été recrutées sont classées à la hiérarchie A2, au moment où les anciens sont classés à la hiérarchie B2. Cette situation est préjudiciable parce que deux hiérarchies dans un même corps est une injustice qu'il faut corriger. Ce dysfonctionnement est le fruit d'obstacle en obstacle installés par le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public. Depuis bien avant l'arrivée de ce régime qui est en place, le dialogue a été érigé en ligne de conduite. Mais rien n'a pu découler de ces séminaires-là en raison d'obstacles et de blocus organisés et orchestrés par un petit personnel qui se trouve au niveau du ministère de la fonction publique. Ceci met en cause le principe de la solidarité gouvernementale. Restons dans le secteur de la justice. Affaire Moustapha Diakhaté, le procureur a requis 6 mois de prison, dont 3 mois fermes. Le délibéré est attendu le 2 juillet prochain. Son avocat, maître El Hadji Diouf, clame l'innocence de son client. Ce qu'il a fait ne mérite pas la prison à mon avis. Il a mis en exergue ses connaissances puisqu'il a de l'expérience en la matière. Moustapha Diakhaté a occupé des postes très importants avec l'ancien régime de Macky Sall. Il était président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, chef de cabinet de l'ancien chef d'État et ministre conseiller. Donc il maîtrise bien le protocole du président et son fonctionnement. Il a juste alerté en rappelant la démarche à respecter par le protocole du chef de l'État. Il ajoute que ce sont des ignorants qui ne maîtrisent rien du tout, ce qui lui a valu son incarcération. Moustapha Diakhaté n'a fait que critiquer, mais il n'a jamais offensé le président de la République. Le procureur demande 6 mois, dont 3 mois fermes. Cette sentence n'ébranle pas Moustapha Diakhaté, qui dit que même condamné à plus de 300 ans, il va continuer de dire la vérité ou bien donner son avis. Tout autre chose, le Sénégal lance un nouvel emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA. Un appel public à l'épargne ouvert du 19 au 30 juin 2025. Le nouvel exécutif retourne donc sur le marché régional de la dette. Pour le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, il n'y a rien d'alarmant. Le voici avec Chérif Dia. L'État du Sénégal a voté avec l'Assemblée nationale un budget pour l'année 2025. Un budget, c'est une prévision de recettes et de dépenses.
Et un budget s'équilibre en recettes et en dépenses. Mais vous savez, sur un budget, il y a toujours ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Nos États sont déficitaires. Le déficit budgétaire, c'est un gap qui doit combler les recettes pour financer les dépenses de l'État. Et cette année-ci, le déficit budgétaire est à 1600 milliards. En plus de ces 1600 milliards, il y a un amortissement de la dette de plus de 2000 milliards. Il faut rappeler que cette dette-là est une dette contractée par les régimes précédents qui est une échéance à payer par l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal ne peut pas être en défaut de paiement. Donc dans ce sens-là, l'Assemblée nationale a autorisé au gouvernement, au ministère des Finances, de s'endetter à hauteur de 4 000 milliards sur cette année. Et ces 4 000 milliards sur cette année sont mis dans un planning de décaissement. Ce planning-là est public, il est connu. Aujourd'hui, cet endettement aujourd'hui de l'État du Sénégal est dans une phase descendante. Si vous regardez dans les documents annexes au budget, vous verrez que la stratégie de réduction de la dette du Sénégal est déjà claire. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de surendettement comme veut nous le dire l'opposition. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'opposition devait parler des 4 800 milliards de dettes cachées du régime de Macky Sall et nous donner les explications de ces 4 800 milliards. Pour répondre aux exigences de sincérité et de fiabilisation des données budgétaires, le ministère des Finances a différé, vous le savez, la publication des rapports d'exécution budgétaire. Pour l'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy, c'est une violation manifeste de la loi. Voici le président de l'OCDEA avec Chérif Dia. Rapport trimestriel, parce qu'on attend toujours le dernier rapport de 2024 et le rapport trimestriel début 2025. C'est quand même des choses qui peuvent amener à s'inquiéter par rapport aux dépenses publiques. D'abord parce que c'est des rapports, ce sont des baromètres pour les investisseurs, pour les partenaires techniques et financiers de savoir exactement comment les deniers publics ont été utilisés. À cet effet, c'est une règle d'orthodoxie de respecter la publication de ces rapports. Maintenant, le ministère des Finances a sorti une explication en disant que c'est parce qu'ils sont en train de faire des réformes. Je pense d'abord qu'il faut d'abord respecter le calendrier et une fois que le débat d'orientation budgétaire se met en place, qu'on puisse expliquer aujourd'hui aux députés qu'il y a et au peuple sénégalais qu'il y a des réformes qu'il faut engager pour changer les mécanismes aujourd'hui des rapports trimestriels. Mais on ne peut pas changer les règles en cours de jeu. Le Sénégal et la Guinée-Bissau viennent de franchir un nouveau cap dans leur coopération halieutique. Les deux pays ont signé un protocole d'accord marquant la reprise des activités de pêche suspendues depuis le 31 juillet 2024. Voici à ce propos la ministre Fatou Diouf. La présente rencontre revêt une importance particulière car couronnant la volonté manifeste des deux parties de parvenir dans les meilleurs délais à la conclusion d'un nouveau protocole permettant la reprise des activités de pêche interrompues depuis le 31 juillet 2004 à la suite de 2 prolongations sur la demande de la partie sénégalaise. Cette volonté s'est réalisée à travers 4 cycles de négociations intenses menés dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle au cours desquels nos experts ont su faire preuve de professionnalisme, de rigueur et d'écoute. C'est pourquoi c'est un sentiment mélangé d'honneur, d'une immense responsabilité et de reconnaissance qui m'anime aujourd'hui, en ce moment solennel qui illustre l'engagement guidé par une vision claire de nos 2 chefs d'État. Les discussions ont permis d'aboutir à un texte enrichi, notamment par l'introduction de dispositions novatrices en matière de suivi et évaluation des activités de pêche, de renforcement de la collaboration dans les domaines de la surveillance maritime, de la recherche scientifique, mais aussi et surtout de renforcement des capacités centrées sur la formation des ressources humaines. Tout autre chose, le respect des droits des femmes et des enfants, une problématique au Sénégal. Les femmes parlementaires en partenariat avec le ministre de la Famille s'engagent pour l'application stricte des textes. Un atelier de 3 jours est organisé à cet effet par le Conseil sénégalais des femmes. Compte rendu Maïmouna Ndiaye. Ils sont pour la plupart des parlementaires ou défenseurs des droits des femmes et des enfants. Ils ont un objectif commun, œuvrer pour la protection de cette couche vulnérable. Beaucoup de pas ont été faits
par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Famille et des Solidarités, mais il reste encore des pas énormes à franchir pour le respect donc, de tous des droits des femmes et des enfants. Les parlementaires sont les voix du peuple. Les parlementaires sont les représentants du peuple. Et quand les parlementaires prennent la parole, c'est pour une grande sensibilisation, une grande conscientisation du peuple sénégalais. C'est pourquoi aujourd'hui, on a convié les femmes parlementaires qui seront la porte-voix pour la défense des droits des enfants et des femmes. Pour les femmes parlementaires, il faut agir vite et maintenant. Malgré l'engagement de notre pays, par rapport aux conventions internationales, par rapport également à cette lutte menée par les parlementaires, par l'exécutif, en tout cas par les femmes de façon globale, on a vu que le chantier est encore vaste, dans ce sens qu'il y a la parité qui n'est pas encore totale, même s'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites en ce sens-là, mais également concernant les violences basées sur le genre, surtout pour les violences sur les filles plutôt. Donc il y a un énorme travail à faire. Des recommandations sont attendues au sortir de ce conclave, des conclusions qui seront partagées avec le grand public. Et venons-en à la célébration de la journée mondiale de l'environnement, célébrée ce jour, la baie de Han, jadis l'une des plus belles baies du monde. En cette journée mondiale de l'environnement, ce site emblématique qui accueille les célébrations nationales, un choix symbolique mais surtout stratégique des pollueurs. La baie restaurer son écosystème et faire de l'environnement un levier de développement durable. Nos reporters sont allés sur place. Reportage à Bifay. Cette année, c'est ici à Han que se tiennent les activités officielles marquant cette journée internationale. Un choix hautement symbolique, la baie, longtemps négligée, subit depuis des décennies les effets de l'urbanisation rapide, du rejet d'eau usée industrielle et domestique et du manque de gestion des déchets plastiques. Sa restauration est devenue un enjeu environnemental, économique et social majeur. Mettre fin à la pollution plastique revêt un grand intérêt pour notre pays, où la prolifération des déchets plastiques est une réalité avec des conséquences néfastes sur nos océans, nos terres, mais aussi sur notre santé. En effet, la faune marine est affectée par des tonnes de plastique qui se retrouvent dans la mer. Les microplastiques sont ingérés par les animaux et qui remontent dans la chaîne alimentaire, et certains plastiques libèrent des produits chimiques nocifs qui peuvent contaminer l'eau et les aliments. Sur le terrain, les signes d'une volonté de changement sont visibles. On mise beaucoup sur la sensibilisation orale, parce qu'actuellement, on peut dire qu'on a une baie qui est occupée par des habitants qui sont autochtones. Donc, on peut dire que Yara aussi, c'est un grand village. Donc, les gens ne sont pas suffisamment informés des risques et vraiment des impacts que peuvent causer le plastique sur la baie. Donc, du coup, on a prévu de mettre en place un programme de sensibilisation. On compte faire des porte-à-porte vraiment pour sensibiliser les gens. Au-delà de la symbolique, la dépollution de la baie est aussi un projet structurant. Il ouvre la voie à de nouveaux emplois verts, à des opportunités d'innovation dans la gestion des déchets et à une sensibilisation accrue des populations riveraines. Oui, on espère très bien. Notre objectif, c'est de ramener la baie à son stand. Comme on le dit déjà, comme en fait la baie de Rio de Janeiro, comme avant c'était une zone de plaisance. Notre objectif, c'est ça. C'est le premier pas maintenant qui est posé. Actuellement, ça ne sera pas aussi simple. On a eu beaucoup de difficultés, mais on y va sûrement, et je crois qu'on arrivera à cet objectif. C'est des projets continus, des projets qui appellent d'autres projets, et en fin de compte, on arrivera à dépolluer de manière définitive. Dans un monde confronté à la crise climatique, cette journée internationale agit comme un rappel collectif. Protéger nos ressources naturelles n'est plus un luxe, mais une réalité.
Journée internationale de sécurité sanitaire des aliments, 500 000 décès comptabilisés chaque année au niveau mondial. Le Sénégal mise sur une approche multisectorielle pour lutter contre ce fléau. Voici le secrétaire général du ministère en charge de ce département avec Mamadou Fall. Par les rapports de l'OMS qu'au niveau mondial, c'est une problématique qui est à l'origine d'un demi-milliard de décès. 500 000 décès par un demi-million de décès. 500 000 décès par année sont comptabilisés. Et ce problème est plus accru au niveau des pays à revenu faible. C'est pourquoi au niveau du Sénégal, nous n'avons pas hésité dans les efforts en mettant en place un plan stratégique qui permet surtout d'avoir une approche multisectorielle, une approche intégrée qui permet à l'ensemble des acteurs. Et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce sujet. Culture à présent, les 72 heures du festival Ndiafagara de Ndiagandiao viennent de prendre fin ce dimanche. Cet événement culturel a réuni, comme vous le voyez sur ces images, les Sérères, Peul, Diola et Lébou pour une préservation du cousinage à plaisanterie, socle de la cohésion sociale entre ces ethnies. Compte rendu d'Aymati Diaga. La Casamance est l'invité d'honneur de ce festival Ndiafagara de Ndiaganiao, un événement culturel qui regroupe différentes ethnies pour une meilleure cohésion sociale. On a invité nos parents casassés pour magnifier un peu le cousinage entre le Sérère et le Diola. Si la reine Doussouye est là aussi, la reine de Bignona sont là, le Mad Sinet qu'on appelle Mad Sinet Djaha et Soufki sont là. Sans oublier les Peuls, les Bassari, les Lebo, ils sont là. Nyorobay Fatou Djen est le Boursine. L'homme revendique la place importante des acteurs culturels dans la société. Je pense qu'on peut jouer un grand rôle dans ce Sénégal. Mais il suffit tout simplement que la communauté sérère, dans son ensemble, nous accompagne dans ça. Mais ce festival, il en faut d'autres. Et partout ailleurs. La mairesse de Ndiaganiao entend travailler pour la pérennisation de ces 72 heures de brassage culturel. Teningsen propose même la construction d'un musée dans ce village mythique. Et peut-être sous forme de mbot, comme vous connaissez bien, le mbot, vous avez l'habitude de fréquenter Ndiaganiao. Et là-dedans, on pourra exposer tout ce qui est objets culturels, images culturelles, entre autres. Le festival Ndiafagara, au-delà de fédérer les ethnies, est aussi une vitrine pour la promotion de la destination Ndiaganiao. L'agence sénégalaise de promotion touristique compte profiter des panels organisés pour attirer davantage les touristes. Nous travaillons aujourd'hui avec un historien, nous travaillons également avec des hommes de la culture pour développer un circuit intitulé « Le tourisme au pas de l'histoire ». Et Ndiaganiao peut être un passage. Pour rappel, c'est la première édition du festival Ndiafagara et l'événement s'est tenu à Ndiaganiao, village du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à qui les acteurs ont rendu hommage. Merci Ndaimati. Un mot de sport, basket. 5 joueuses de l'équipe nationale féminine de basket bloquées à Dakar, faute de visa pour les États-Unis, pour la fédération, pour le président de la fédération sénégalaise. Si la situation ne se décante pas, des sanctions peuvent tomber sur la fédération. Voici Maître Babacar Ndiaye avec Cher Salibou Diarra. L'ambassade hier n'a délivré de visa que ceux qui avaient en fait déjà des visas pour entrer aux États-Unis. Les demandes de renouvellement, les demandes nouvelles ont été rejetées, parmi lesquelles il y avait 5 choses qui sont actuellement à Dakar. Donc maintenant, la fédération est en train de travailler avec l'entraîneur sur une solution définitive sur cette question-là, dont les conséquences ne sont pas trop draconiennes, dans la mesure où il s'agissait simplement de faire 10 jours ensemble aux États-Unis. Il y a 12 jours qui sont libres, 11 qui ont toujours la possibilité de faire ce stage aux États-Unis. Les 5 peuvent rester à Dakar pour travailler avec les 2 entraîneurs adjoints qui sont là pendant ces 10 jours-là. Et à partir du 3, tout le monde se regroupe ensemble à Dakar pour travailler du 3 au 24. Ça vous fera au moins 3 semaines de travail.
c'est suffisant pour une préparation. Si on ajoute la semaine de 10 jours ou la semaine de 10 jours partagée entre les États-Unis et le Sénégal. Donc nous travaillons également sur l'autre possibilité. Est-ce que c'est possible aussi de venir directement faire le regroupement à Dakar? Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'info, la suite avec Papa Abdoulaye Der. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.